vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire donc, de questions-réponses sur donc, l'arthrite psoriasique. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'arthrite psoriasique et du psoriasis aussi en général. Et pour cela, on tenait donc à mettre en avant et à sensibiliser à cette maladie. Et donc, quoi de mieux que de répondre aux questions que se posent les patients donc, sur cette maladie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les consignes logistiques et vous présenter l'orateur de ce webinaire. Donc voilà, cette journée mondiale de l'arthrite psoriasique qui donc, est une de nos maladies que nous représentons. Et donc, voilà, alors quelques consignes. Vous êtes présents avec nous, mais vos micros sont coupés. On aura la possibilité, si vous le souhaitez, de vous faire monter, on va dire, sur le plateau. Mais voilà, vraiment, le but principal de ce webinaire sera plus écrit. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez les écrire dans le petit onglet qui s'affiche en dessous de votre écran dans Converser. Et alors, les levées de main ne seront pas pris en compte, voilà, vu le nombre de personnes. Alors, et donc, comment poser vos questions? Vous me demanderez. Alors, vos questions, c'est dans le petit onglet questions-réponses qui s'affiche dessous, avec les petites bulles, et nous répondrons donc au fur et à mesure. Et nous commencerons d'abord alors par les questions qui nous ont été posées par le petit lien qui était partagé avec ce webinaire. Voilà. Il est aussi possible de poser vos questions en commentaire sur le live Facebook. Voilà, je profite également de ce webinaire pour voilà, vous sensibiliser à l'association Claire qui nécessite toujours des bénévoles et des personnes voilà, qui veulent être actives et voilà, partager un petit peu de temps avec nous. Et donc, vous êtes toujours le bienvenu sur notre site internet pour prendre contact avec nous et par adresse mail. Et il y a également le numéro de téléphone que vous retrouverez sur notre site internet. Voilà. Et si malheureusement, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a le live Facebook qui restera donc, sur notre page Facebook. Et alors, nous avons une chaîne YouTube qui reprend tous les webinaires qui ont été diffusés par nous. Voilà. Alors, je finis ma petite présentation par vous présenter l'orateur de ce soir. Donc, nous avons le professeur Bantin, qui est donc rhumatologue au CHU Bruckmann, donc à Bruxelles. Donc voilà, bienvenue et un tout grand merci d'être parmi nous ce soir, Monsieur Bantin. Voilà. Je vous invite peut-être à un petit peu à introduire qu'est-ce que cette maladie et donc qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de l'accueil pour un sujet qui est passionnant en rhumatologie. Alors, je voulais peut-être essayer de cadrer le sujet de l'arthrite psoriasique parmi tous les rhumatismes inflammatoires. J'ai vu d'ailleurs à travers vos précédentes présentations, je crois qu'on a parlé de polyarthrite, spondylarthropathie. En fait, l'arthrite psoriasique est une affection rhumatismale qui se distingue des affections que vous connaissez probablement plus communes comme la polyarthrite rhumatoïde par quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'est pas classée comme des maladies qu'on appelle auto-immunitaires, mais elle est classifiée dans ce qu'on appelle les spondylarthropathies séronégatives. Alors, ce que ça veut dire, donc on se trouve face à une affection rhumatismale dont le facteur rhumatoïde est négatif. On a donc
distinguer ces affections dont les marqueurs immunitaires étaient négatifs comme des maladies qui n'étaient pas auto-immunitaires, mais qui rentrent dans le cadre des affections qu'on appelle plutôt auto-inflammatoires. Et l'entité, je pense que ça a été présenté précédemment, me semble-t-il, de la spondylarthropathie séronégative attire l'attention pour la chose suivante, c'est que non seulement le facteur rhumatoïde est négatif, mais sur le plan de l'affect et de la distribution de la maladie, elle va plutôt toucher, bien sûr, on appelle le squelette appendiculaire, c'est-à-dire les articulations périphériques, mais en plus, elles vont bien sûr toucher le rachis. D'où le terme de spondylarthrite, spondyle pour le rachis, arthrite et séronégative. Donc, dans cette entité de spondylarthrite séronégative, on ne trouve pas que l'arthrite psoriasique, on vous en a parlé, on a parlé du Crohn, on a parlé du B7, on a parlé de bien d'autres maladies. Eh bien, cette arthrite psoriasique rentre dans ce contexte-là. Alors, ce qui va la distinguer, parce que sur le plan thérapeutique, elle partage beaucoup des traitements avec les maladies auto-immunitaires, mais ces maladies, on va dire auto-inflammatoires, ont comme caractéristique d'être, au premier coup d'œil, souvent d'atteindre les articulations de manière qu'on appelle asymétrique. Donc, elles peuvent toucher soit une articulation ou quelques-unes, on parle souvent d'oligoarthrite, ou quand on a plusieurs, on parle de polyarthrite. Les affections sont souvent qu'on appelle asymétriques, ne sont pas du tout comme on peut les décrire dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez que c'est une maladie, la polyarthrite rhumatoïde, qui se distingue par des affections souvent symétriques. C'est très curieux, c'est assez intéressant que donc lorsque par exemple pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est tellement spécifique que si vous développez une paralysie par exemple d'un côté, vous faites disparaître la maladie, elle n'existera plus du côté où c'est paralysé. Donc c'est une maladie qui s'exprime de manière symétrique pour des raisons probablement neuromédiateurs qui peuvent engendrer cette affection asymétrique. Par contre, l'arthrite psoriasique n'est pas régie par cela, est une affection qui peut toucher une articulation de manière complètement asymétrique. Alors, ce qui est assez particulier et qui la rend piégeuse, je crois que ça va être l'objet de la discussion de ce soir, c'est que dans ce cadre-là, elle est probablement fort sous-estimée, passe un petit peu sous le radar. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut approcher le diagnostic. Il y a ce qu'on appelle des critères. Les rhumatologues, pas que les rhumatologues, dans beaucoup de spécialités, on aime bien avoir des critères diagnostiques, c'est-à-dire des critères qui vont nous amener à être plus confiants pour poser le diagnostic. Les critères veut dire que nous avons une haute probabilité d'avoir le diagnostic, ce qui différencie avec des preuves diagnostiques comme les affections, des infections, où là, vous identifiez le germe, la tuberculose, le pneumocoque, et là, vous pouvez parler, voilà, vous avez une pneumopathie à pneumocoque ou une tuberculose. Tandis que dans les maladies inflammatoires, il n'y a pas de spécificité. Le facteur rhumatoïde ne dit pas non plus que vous avez une polyarthrite. Ce sont des facteurs qui doivent rencontrer des critères. Et lorsque vous avez un ensemble de critères, vous avez une haute probabilité de poser le diagnostic. Et c'est à partir de ces critères que nous avons la possibilité de poser le diagnostic. Donc, en fait, dans les critères de Caspar, ce sont des critères qui ont été élaborés il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2006, qui sont assez déterminants. Pourquoi? Ils vous demandent de vous assurer que les patients ont bien des plaintes rhumatismales. Les plaintes rhumatismales, ceux qui en souffrent le savent, on leur demande s'ils ont des raideurs plutôt le matin, s'ils s'améliorent lors du mouvement, etc. Donc, vous avez des critères pour savoir qu'il y a des plaintes rhumatismales. Certains patients, d'ailleurs, s'en rendent compte et disent quand je prends un anti-inflammatoire, tout simplement, ça va beaucoup mieux. Eh bien, lorsque vous avez cette plainte rhumatismale et que vous avez comme premier critère la présence de psoriasis cutanée, on dit souvent que ça correspond à 2 points pour ces critères-là, ou bien si vous avez eu du psoriasis, ou dans la famille, il y a du psoriasis, c'est la deuxième relative, c'est-à-dire les cousins. Si vous avez un facteur rhumatoïde qui est négatif, si vous avez parfois eu un aspect de doigt boudiné, un aspect de doigt en saucisse ou un orteil en saucisse, on appelle le fameux orteil en saucisse, c'est-à-dire ce côté boudiné du doigt. Et alors, si vous avez des images radiologiques, et là c'est la
la bouteille à encre du problème des images radiologiques. Il se fait que j'ai amené l'échographie un petit peu en rhumatologie il y a plusieurs années. L'échographie est un outil extrêmement précieux pour voir les anthésites liés à l'arthrite psoriasique. Eh bien, si vous avez ces critères présents et que vous avez donc 3 points sur ces critères, donc 3 points sur les 5, vous avez la possibilité, vous avez une sensibilité de 91%, une spécificité de 99%. Donc, vous avez le critère de Caspar, une quasi-certitude d'avoir l'arthrite psoriasique. Alors, à partir du critère de Caspar, une étude publiée il n'y a pas tellement longtemps a attiré l'attention. Ils ont pris des patients suivis en dermatologie pour se rendre compte que dans 9 fois sur 10, en appliquant les critères de Caspar, les patients n'avaient pas le diagnostic d'arthrite psoriasique. Mais l'information plus intéressante, ça va peut-être vous surprendre, mais en rhumatologie aussi, il y a jusque 50% de diagnostics ignorés lorsqu'on applique les critères de Caspar. Donc, ça veut donc dire que c'est un diagnostic qui n'est pas facile à faire, qui peut-être, est-ce que c'est ignoré ou peut-être on n'attire peut-être pas suffisamment l'attention. C'est donc une entité qui a l'air de passer un peu sous le radar. Et lorsqu'on y pense, vous avez bien sûr un changement je crois, pour les patients qui est considérable parce que dès que vous avez fait le diagnostic, il y a une proposition thérapeutique tout à fait optimale, on va peut-être en parler tout à l'heure, et qui va changer complètement le pronostic de la maladie. Donc voilà, j'attirais votre attention sur cette entité, comment elle se place par rapport aux maladies qu'on appelle auto-immunitaires. Nous ne sommes pas dans les maladies auto-immunitaires, nous sommes plutôt dans les maladies auto-inflammatoires. Et dans les maladies auto-inflammatoires, il y en a là-dedans aussi, il y a certaines maladies qui se bousculent. Et je voudrais attirer l'attention, tant que j'y suis, pour une entité intéressante qui s'appelle la goutte. Parce que la goutte, ça peut toucher les articulations de manière asymétrique. Tout le monde a entendu parler du gros orteil, mais la goutte, ça peut toucher bien d'autres articulations. Il y a une particularité à la goutte, vous la connaissez bien, c'est le fait que l'acide urique est augmenté. C'est un des critères que nous avons besoin pour poser le diagnostic de goutte, c'est que l'acide urique est augmenté. Mais sachez que l'arthrite psoriasique, c'est un des marqueurs qui est souvent augmenté. Vous avez aussi un certain nombre de patients qui ont été traités pour la goutte. Ils ont reçu la colchicine. Ils répondent souvent aux anti-inflammatoires. Finalement, ça tombe bien parce que l'arthrite psoriasique aussi. Ils ont déjà été bénéficiés de traitements peut-être hypouricémiants avec un taux qui s'est normalisé, mais ils ont toujours la goutte. C'est-à-dire ils ont toujours mal et on les a étiquetés de goutte pendant des années. Et en réalité, ce sont des patients qui en fait, présentent des arthrites psoriasiques sous-diagnostiqués. Donc, il faut savoir y penser lorsque vous avez des patients qui ont l'impression de souffrir de douleurs articulaires, peut-être au niveau des orteils, mais qui ne répondent pas à des traitements classiques par la goutte. Pensez à l'arthrite psoriasique. Et nous allons donc voir pour un autre problème que nous avons pour le diagnostic, c'est l'entité parmi les critères de Caspar, qui est la présence d'images radiologiques. Les images radiologiques, c'est un piège parce qu'il s'agit on appelle de remaniement au niveau des articulations des mains qui peuvent se confondre avec de l'arthrose. Et donc, c'est souvent des patients qui ont comme diagnostic un diagnostic d'arthrose lorsqu'on ne fait pas attention aux images radiologiques parce qu'elles peuvent donner le change avec le remaniement osteophytique des articulations. Donc, la différence avec l'arthrite psoriasique, c'est que vous avez des anthèses qui vont se ossifier et donner l'impression que vous avez une articulation qui se déforme, alors que dans l'arthrite, dans l'arthrose, vous avez des plateaux qui s'élargissent et qui font apparaître une osteophyte. Ce diagnostic-là est un peu un piège en radiologie. Lorsque vous ratez cela, vous ratez l'arthrite psoriasique. Donc, beaucoup de patients, c'est pour ça que dans certains cas, des médecins disent vous avez du psoriasis, mais le radiologue a dit vous avez de l'arthrose, donc vous avez de l'arthrose. En réalité, on passe à côté de patients qui ont de véritables arthrite psoriasis, mais qui sont étiquetés d'arthrose, puisque le radiologue peut-être a parlé d'arthrose. Donc, il faut être extrêmement précis. Il faut dire que l'outil échographique est un avantage par rapport à la radio. C'est pour ça que, comme je manie ça depuis une vingtaine d'années, on a pris beaucoup d'avantages, d'ascendance par rapport à la radio, parce que des études ont montré que les anthèses sont beaucoup plus documentées par l'échographie qu'elles peuvent être par la radiologie. Et donc voilà pourquoi, lorsqu'on est
intéressés par l'arthrite psoriasique, on est amené à diagnostiquer rapidement des diagnostics d'arthrite pso, bien avant que soit les images radiologiques ou les diagnostics radiologiques puissent parler de véritables arthrite pso radiologiques. Donc, soyons très attentifs à ça. Donc, on répète des plaintes rhumatismales, la présence de réponses parfois aux anti-inflammatoires, ça fait partie souvent de ces tableaux que vous avez déjà entendu parler, où les patients disent, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, les antalgiques, ça ne m'aide pas trop, mais lorsque je prends un anti-inflammatoire, ça me soulage. Je rappelle, c'est une atteinte du squelette appendiculaire, mais c'est également des atteintes du rachis. Et deux choses importantes, c'est que les anthèses, ce n'est pas simplement des petites anthèses au niveau des articulations. Les anthèses, il y en a partout au niveau du rachis. Et il y a des plaintes rhumatismales qui vont affecter la nuque, bien sûr les sacro-iliaques, bien sûr le bas du dos, parfois au niveau dorsal. Et donc, ces plaintes rhumatismales qui sont, semble-t-il, soulagées par les anti-inflammatoires, comme disent les patients, qui ont été souvent étiquetées d'arthrose, puisque les images radiologiques ressemblent à de l'arthrose, et ça, il y a des déformations de type dégénératif, mais les anthèses sont souvent souffrantes. Alors, lorsqu'on est très attentif, on va constater qu'au niveau, par exemple, radiologique, vous constatez que les souffrances, les atteintes radiologiques ne sont pas que de l'arthrose, mais il y a ce qu'on appelle de la chondrolyse, des phénomènes remaniement de type inflammatoire. Et lorsque les patients reçoivent des anti-inflammatoires, ils sont soulagés. Donc, c'est un piège, vous avez, j'espère, compris cela, pour lequel l'arthrose est vraiment souvent le diagnostic confortable qui laisse les patients avec des douleurs chroniques, malheureusement, pendant des années. J'ai attiré l'attention sur l'acide urique qui va conduire à ce que les patients sont étiquetés de gouttes qui ne se traitent jamais parce que la goutte, ben voilà, c'est une goutte qui ne marche pas. Et donc, ils sont un petit peu dans un cul-de-sac, sans option thérapeutique. Et donc, à partir du moment où les patients sont identifiés, et notamment, il y a certains marqueurs biologiques qui peuvent nous aider, puisqu'on a dit que le facteur rhumatoïde, voire les anti-CCP sont négatifs, certainement le facteur antinucléaire, eh bien, il y a souvent, curieusement, une majoration de la vitesse de sédimentation, si vous le demandez, des VS qui restent chroniquement élevés depuis des années, sans beaucoup faire attention, parce que bon, il y a le CRP qui est normal. Et lorsque vous avez cette vitesse de sédimentation qui est augmentée, il faut penser à ces affections rhumatismales chroniques. Voilà, écoutez, je pense qu'on va, ça c'était pour placer le sujet, pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail pour identifier la maladie. Et à partir du moment où on a identifié la maladie, nous allons voir ce que nous pouvons proposer aux patients. Je pense qu'on peut peut-être répondre dans la première partie aux questions concernant le diagnostic. Oui. Et peut-être dans la deuxième partie, peut-être parler des approches thérapeutiques. Voilà, je voulais justement vous dire que parmi les questions que nous avons reçues, donc on les a déjà un peu classées en 4 grands thèmes pour permettre un peu de parler de la même chose. Et vraiment, le premier thème qui est revenu, donc c'est ce que moi j'ai appelé un peu les prédispositions. Donc ce sont souvent des personnes qui ont un psoriasis cutané et qui se posent des questions au sujet de l'arthrite psoriasique. Et donc, la première question que j'ai eue, c'est « J'ai beaucoup de psoriasis sur la tête, les coudes, les genoux et les chevilles. Est-ce que je risque d'avoir de l'arthrite à ces articulations ?» Alors, ça, c'est bien sûr une excellente question. Alors, lorsqu'on regarde les études statistiques, on parle de 10 à 15% de risque de développer une arthrite psoriagique chez les patients qui ont du psoriasis. Donc, ce n'est pas tous les patients qui peuvent faire cela. D'autre part, j'attire l'attention c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'atteinte cutanée et le développement de la pathologie sous-cutanée, la pathologie articulaire. Elle n'est pas corrélée à le fait qu'on a du psoriasis sur son nombril, sur le cou, ou dans ses cheveux, etc. Donc, d'où vient le terme d'arthrite psoriasique? Ça vient du fait qu'on a trouvé chez des patients qui avaient du psoriasis cutané, qu'on a trouvé des atteintes articulaires qui étaient, semble-t-il, souvent présentes chez les gens qui avaient ce psoriasis cutané, mais qui n'est pas du tout corrélé ou en rapport avec le fait qu'on a des atteintes cutanées. L'articulation correspondante n'est pas du tout atteinte en fonction de l'atteinte cutanée. C'est très important. Donc là, le tissu… Alors, c'est vrai que le rhumatisme psoriasique
va répondre à des traitements qui vont également fonctionner sur le psoriasis cutané, puisque nous avons plus ou moins les mêmes médicaments, mais il faut savoir sur le plan pathogénie, on est dans un registre complètement différent. Donc, ne pas s'inquiéter de cela. D'accord. Alors, j'ai une personne qui demande, elle a un traitement donc contre le psoriasis du Tremfya et elle se demande si, du fait qu'elle est déjà avec un traitement, si elle risque encore d'avoir de l'arthrite psoriasique. Oui. Alors, le Tremfya est une nouvelle, enfin, on n'a pas encore parlé des biothérapies jusque maintenant. En gros, c'est une biothérapie qui est dirigée sur ce qu'on appelle une cytokine particulière, qu'on appelle l'IL-23. Et le Tremfya, c'est une nouvelle génération de biothérapie qui est très performante, notamment pour le psoriasis cutané. Et nous le prescrivons maintenant, ça depuis pas longtemps, également dans les atteintes psoriasiques articulaires. Donc, a priori, si on a déjà un traitement pour le psoriasis cutané, encore plus si on répond à ce traitement-là, il y a souvent très peu ou pas de raison qu'on développe alors une autre pathologie articulaire sous-jacente. Donc, a priori, c'est donc le traitement qui est bon pour les deux affections. Si elle n'a pas d'atteinte articulaire, a priori, elle n'en aura probablement pas, mais si elle était, par exemple, prédisposée à cela, probablement, ça peut être ne pas permettre de développer cette affection-là. D'accord. Alors, il y a une personne qui nous demande, voilà, elle a un rhumatisme psoriasique apparemment qui est diagnostiqué et elle se tracasse pour ses enfants. Donc, elle me dit, est-ce que mes enfants peuvent l'attraper? Alors, je rappelle que le psoriasis, Voilà. d'abord, très important, n'est pas une maladie contagieuse. C'est vrai, c'est vrai que quand on voit l'étymologie du psoriasis, les Grecs transforment ça en la maladie de la gale. C'est un petit peu confondant, mais ce n'est pas du tout. En fait, c'est plutôt une maladie prurigineuse, mais qui n'est absolument pas contagieuse. C'est important d'informer, bien sûr, les patients que ce n'est pas contagieux. Maintenant, la question est peut-être relative à savoir est-ce que mes enfants risquent pas de l'attraper, mais de le développer par la suite. Alors, on a bien dit tout à l'heure que dans le critère de Caspar, on sait qu'on interroge les patients, les parents, pour savoir s'il n'y a pas du psoriasis dans la famille. Donc, il n'est pas rare que l'on développe de la psoriasis dans la famille, mais ce n'est pas du tout automatique. Il n'y a pas de règles par rapport à ça. Certains enfants ne vont jamais entendre parler de cela. C'est parfois la troisième génération ou la deuxième génération qui va en avoir. C'est pour ça qu'on s'interroge, savoir si ce n'est pas la tante qui en a, si ce n'est pas le cousin qui en a. Mais donc, ce n'est pas une maladie qui se transmet de manière génétique automatiquement. Par contre, elle a un terrain génétique de prédisposition. Ça, c'est clair. Je dis clair. Alors, pour la question suivante, c'était justement pour le diagnostic. Quels sont les examens à réaliser lorsqu'on suspecte une arthrite psoriasique? Alors oui, on en a parlé brièvement. Moi, voilà, j'aime bien pratiquer un contrôle biologique et j'attire votre attention sur le fait qu'un des marqueurs inflammatoires classiques dans les syndromes inflammatoires comme le CRP est souvent un marqueur absent de ces maladies qu'on appelle ces spondylarthrites inflammatoires. Je prends par exemple l'exemple de la spondylarthrite ankylosante, qui est aussi une maladie bien connue qui atteint le rachis. Vous avez souvent des CRP normaux avec des VS parfois très, 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 très majorés. Et donc, dans l'arthrite pso, souvent le CRP n'est pas augmenté, sauf dans les atteintes inflammatoires extrêmement très sévères. Et donc, souvent, vous avez une vitesse de sédimentation qui est augmentée, qui est hors norme, qui se promène, qui a 20, 21, 25 ou 30, et qui passe comme ça depuis des années. Quand vous regardez les profils de ces patients, ils ont des VS comme ça augmentés. On n'attache pas l'importance. Certains ont dit que c'était parce qu'ils étaient obèses, certains ont dit que c'était parce qu'on ne sait pas, et puis on ne sait pas, puisqu'il n'y a rien. En fait, non. C'est un marqueur inflammatoire peut-être intéressant. J'ai vu certains laboratoires qui ne veulent plus faire la vitesse de sédimentation. J'ai connu ça dans mon hôpital à Bordeaux. Là. Il faut le rajouter à la main parce qu'ils estiment qu'il y a trop de consommation. Ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, pour nous, les rhumatologues, ça nous gêne un petit peu. Donc voilà, il faut faire deux choses. Il faut faire une biologie inflammatoire pour s'assurer qu'il n'y a pas une biologie inflammatoire, mais aussi pour s'assurer que les facteurs rhumatoïdes et les facteurs auto-immunitaires sont négatifs. Puisque j'attire votre attention, c'est donc une maladie qui se diagnostique avec un facteur rhumatoïde, voire les anti-CCP, qui est éventuellement négatif. Donc, je crois qu'il faut faire un contrôle biologique.
Par la suite, comme les gens se plaignent parce qu'ils ont un genou qui fait mal, parce qu'ils ont les mains qui fait mal, vous êtes d'accord qu'on pourrait demander de faire un examen radiologique pour voir si le radiologue peut approcher le diagnostic pour voir s'il y a des remaniements de type soit arthrosique ou d'autres étiologies. Donc là, il faut être assez prudent. Je crois que si à un moment donné, on dit, voilà, vous avez de l'arthrose et rien que cela, il faut être un petit peu prudent, il faut être très critique, il faut voir si on ne passe pas à côté d'une maladie, d'une lésion de type psoriasique. Alors, est-ce qu'il faut faire d'autres examens? Vous savez que certains hôpitaux y croient, d'autres n'y croient pas, ou certains médecins y croient, d'autres pas. C'est par exemple la scintigraphie osseuse. Dans la scintigraphie osseuse, c'est aussi la bouteille à encre. Il y a souvent des diagnostics assez curieux. Certains vont décrire des atteintes asymétriques, notamment au niveau des mains, inflammatoires asymétriques, en assistant bien asymétrique, disant que ça ne ressemble pas à une polyarthrite rhumatoïde. Et lorsque vous avez cette définition d'atteinte asymétrique et qui touche en général les articulations distales, parce que souvent l'arthrite psoriasique épargne les articulations métacarpophalangiennes, elle touche que les articulations distales des mains, eh bien, ça doit attirer l'attention sur une maladie, soit arthrosique, bien sûr, mais si c'est inflammatoire, une maladie rhumatismale de type psoriasique. Donc là, il faut être prudent, il faut bien savoir regarder les images, être très critique par rapport à cela, parce que dans certains protocoles, certains vont dire, voilà, ça correspond à de l'arthrose aussi, ou ça correspond à de l'inflammation, ou ce n'est pas inflammatoire, alors que vous avez un patient qui souffre, qui a une véritable inflammation. Donc, ce sont tout un faisceau d'arguments qui doivent aider le rhumatologue ou le médecin pour approcher le diagnostic, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un examen déterminant, c'est des critères diagnostiques qui doivent nous amener à poser ce diagnostic. Mais lorsqu'on a posé le diagnostic, il faut ne pas hésiter à donner des traitements à nos patients. D'accord, merci. La prochaine question se rapproche un petit peu de ce que vous venez de nous raconter, mais la question était, est-ce que l'arthrite psoriasique, est-ce de l'arthrite rhumatoïde en plus du psoriasis? Alors, d'accord. Donc, il y a des rares cas où, j'ai encore vu ça récemment, un des patients qui avait un facteur rhumatoïde qui était positif, mais qui avait du psoriasis partout. Alors, est-ce qu'on parle d'arthrite psoriasique? Est-ce qu'on parle de polyarthrite rhumatoïde? Bon, de ce côté-là, bon, ici, il se faisait que ce patient n'avait pas d'atteinte symétrique, il avait, je crois, mal à son genou, voilà. Donc, je n'avais pas tellement les critères pour la polyarthrite rhumatoïde. Je l'ai, bien sûr, considéré comme une arthrite psoriasique. En général, ça a plutôt priorité par rapport à ça. De toute manière, les traitements sont communs. On peut peut-être en discuter par la suite. Les traitements sont vraiment parallèles. On a rarement d'hésitation. On a très peu de médicaments qui ne sont pas prescrits pour l'un ou pour l'autre. On est allé sur le plan thérapeutique. Et on parlera peut-être par la suite de quel traitement on propose. D'accord. Alors, la question suivante, c'est plus spécifique. Alors, j'ai mal aux mains et aux pieds, mais cette personne a de nombreuses crevasses apparemment. Est-ce que ce serait un arthrite psoriasique ou autre chose? Comment pourrait-elle savoir ce que c'est? Alors ça, c'est une excellente question parce que, et je suis parfois confronté à ça aussi, sur des lésions qu'ont les patients qui, je peux vous dire, qui parfois fait penser au coiffeur qu'elle a vraiment du psoriasis dans ses cheveux ou qui fait penser au patient que ça chatouille, etc. Et il y a peut-être parfois des dermatologues qui ont dit non, mettez un peu de pommade, c'est des pellicules, etc. Donc, on a parfois des hésitations diagnostiques qui méritent d'aller voir le dermatologue pour vraiment préciser ce qui se passe. Lorsqu'on a des crevasses, il y a bien de raisons d'avoir des crevasses, hein, des peaux sèches, ou parfois des maladies ou des mycoses ou que sais-je. Je pense qu'il faut consulter le dermatologue pour voir si lui ne doit pas aller jusqu'à parfois une biopsie. C'est parfois à travers la biopsie qu'on va faire le diagnostic d'arthrite psoriasique. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir le dermatologue pour savoir si vraiment il y a du psoriasis, parce que s'il y a du psoriasis, tout d'un coup, on est lancé dans une approche thérapeutique qui est bien différente que celle de dire mettez de la pommade hydratante sur vos pieds alors qu'il y a peut-être des atteintes articulaires qui font mal. Donc je crois qu'il faut voir le dermatologue pour savoir un diagnostic beaucoup plus pointu que des crevasses. Il faut peut-être aller jusqu'à une biopsie. D'accord, merci. Alors, on a encore une dernière question dans le domaine du diagnostic. Voilà, c'est une
personne qui nous demande si elle soigne bien son psoriasis cutané, est-ce que ça me permettra de ne pas avoir d'arthrite psoriasique? Alors oui, il y a des études qui ont été faites par rapport à cela. Et oui. Et là, la question est de savoir, est-ce que vous avez, avec le traitement, est-ce que vous empêchez l'expression de la maladie? Mais on a constaté effectivement que les gens sous traitement exprimaient très rarement des arthrites psoriasiques. Est-ce que ce n'est pas le fait que alors, ça dépend quel traitement. Attention, ça dépend quel traitement. Les traitements On systémiques. n'a pas l'information ici. Voilà. Je pense que les traitements cutanés, c'est-à-dire les pommades, vous avez entendu qu'il y a des pommades qui peuvent aller souvent à base de corticoïdes, mais ceux-là n'ont pas vocation d'empêcher le développement de l'arthrite psoriasique. Par contre, quand vous m'avez parlé du de Tremfya, qui s'appelle le cusellimab, eh bien, le Tremfya est un traitement systémique, c'est un traitement qui va traiter votre peau et qui a comme vocation de traiter également les atteintes articulaires. Donc là, on est dans un cas de figure différent, puisque moi, peut-être par le fait que j'ai un tropisme pour cette maladie rhumatismale, c'est vrai que j'ai vu arriver chez moi des patients qui avaient que des pommades en dermatologie, qui étaient contents parce que là, ça permettait d'éclaircir un petit peu les lésions cutanées, mais ils avaient mal aux articulations et ça ne changeait pas leur douleur articulaire. Alors, à travers un copain qui, lui, ou que sais-je, avait été voir un rhumatologue, il dit, si moi j'allais voir aussi un rhumatologue, c'est comme ça qu'ils viennent en consultation nous voir, parce que les traitements locaux et de pommades n'ont pas vocation à empêcher l'expression d'une maladie rhumatismale sous-jacente. En tout cas, je pense qu'on peut vraiment conseiller aux personnes qui ont du psoriasis de quand même garder toujours derrière la tête cette possibilité-là et de ne pas hésiter à consulter pour confirmer ou infirmer ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Très important. Oui. Alors, on va aborder un peu un autre domaine, si vous voulez bien, parce qu'on a quand même eu quelques questions à ce sujet-là et malheureusement, ça reste d'actualité. C'est arthrite psoriasique et Covid. Et donc, voilà, il y a encore quelques questions à ce sujet-là et je pense que c'est important vraiment d'y répondre. Et la première, c'est est-ce que le psoriasis est un facteur aggravant du Covid? Est-ce que je risque plus de l'attraper qu'une personne saine? Le Covid, hein, je suppose. Oui. Alors, non. Non, on s'est même trouvé dans des situations particulières parce qu'au début de cette pandémie, vous avez tous été au courant que les immunologues, enfin moi je suis spécialisé en immunologie, on a été un petit peu surpris, perdus parce que chacun s'est accroché à l'expérience qu'il y avait avec la grippe, vous avez entendu parler par rapport à cela. On n'avait pas grand-chose comme information, mais on n'a pas vu ces maladies. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que pas mal de traitements de patients bénéficiaient de thérapeutiques anti-rhumatismales, comme du léthotrexate, etc. Et on s'est demandé, est-ce que le système, les traitements qui diminuent, soi-disant, l'immunité, enfin, qui modulent l'immunité, comme ces traitements anti-rhumatismaux, est-ce qu'ils ne pouvaient pas aggraver ou rendre l'infection par Covid beaucoup plus grave? Et là, on a eu la bonne surprise parce que on a constaté, enfin, il y a deux versants par rapport à cela. D'abord, on a constaté que les gens qui avaient ces traitements anti-rhumatismaux, on l'a surtout vu avec ce qu'on appelle les anti-TNF ou l'ILC, mais même avec le méthotrexate, surtout avec le méthotrexate, ils avaient une diminution considérable du risque des affections pulmonaires. C'est la raison pour laquelle les gens rentraient en hôpital. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils avaient de la température, ils rentraient à l'hôpital parce qu'ils avaient un affect pulmonaire, vous avez entendu parler de cela, avec des intubations et voire de la mortalité plutôt pour les problèmes pulmonaires, qui était une véritable maladie inflammatoire pulmonaire. Et là, les gens qui avaient ces traitements anti-rhumatismaux ont été paradoxalement plutôt protégés par rapport à ça. Voilà. Par contre, l'autre versant peut-être intéressant, et ça c'était peut-être plus vrai aussi, autant le méthotrexate a pu nous protéger sur ces complications pulmonaires, pour les vaccins, là on a eu un autre biais qui était problématique, qui est toujours problématique, c'est qu'il faut toujours se rendre compte lorsque les gens bénéficient de traitements, notamment le léthotrexate, peut-être que des patients connaissent cette thérapeutique, là on a constaté que les anticorps étaient beaucoup moins
important lorsqu'on faisait des vaccins sous méthotrexate. Et il y a donc là une règle qu'il faut bien enregistrer, c'est qu'on demande d'arrêter le méthotrexate 1 ou 2 semaines avant, de manière à ce que, et qu'on ne le reprend pas donc après. On a une espèce de fenêtre de 3 semaines, de manière à ce qu'on laisse les anticorps apparaître lorsqu'on fait le vaccin. Donc, on l'arrête 1 semaine avant, on fait éventuellement l'injection, et 2 semaines après, on arrête encore, de manière à ce que les vaccins, la quantité de vaccins soit tout à fait intéressante. On a ça avec le méthotrexate plus qu'avec les autres, un peu plus qu'avec les autres molécules. Donc voilà, donc, pour résumer, on ne peut pas parler de tous les traitements. Les maladies auto-immunitaires n'ont pas été un facteur de risque. C'est que les facteurs de risque, on les a signalés. C'était l'obésité, c'était bien sûr les personnes qui avaient des problèmes avec des insuffisances rénales importantes, des gens qui étaient dialysés, des gens qui avaient des cancers, parce que là, c'était là parce qu'ils ont des traitements immunodéprimants, c'est-à-dire, ou le sida, c'est-à-dire quand vous avez un traitement immunodéprimant, vous avez un beaucoup plus risque de faire ces complications liées à ces maladies-là. Et c'est voilà la raison pour laquelle… Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une confusion un petit peu avec les traitements antirhumatismaux. Les traitements antirhumatismaux n'ont pas vocation de provoquer une immunodépression. C'est un immunomodulateur. Alors, quelle est la différence? C'est que quand vous donnez de la chimiothérapie, vous supprimez le système immunitaire, vous n'avez plus de globules blancs et vous êtes dans un état, bien sûr, problématique. C'est vrai pour le Covid aussi. Lorsqu'on donne… Lorsque vous avez le sida, il attaque ce qu'on appelle les cellules des globules blancs, qu'on appelle les CD4, et vous n'avez plus de globules blancs et vous êtes dans un état dramatique. Il y a juste un médicament qu'on connaît en rhumatologie qui a comme vocation de supprimer des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B. Ce sont les globules blancs qui font les anticorps et on donne ces fameux, on appelle ça le MabThera, on donne ce rituximab, on donne ce traitement dans les polyarthrites rhumatoïdes pour supprimer ce fameux facteur rhumatoïde. On a beaucoup de succès dans la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, ces patients-là ont été des patients à risque pour le Covid, encore une fois, parce qu'on a supprimé des globules blancs chez ces patients. Mais pour nos patients, chez qui, et c'est une façon définitive de montrer qu'on prescrit bien des immunomodulateurs, ces patients-là, souvent, ont été préservés de la complication de la maladie du Covid. Mais attention, la raison pour laquelle on demande quand même de faire les vaccins, c'est que la réponse vaccinale reste quand même relativement modeste. On demande quand même que les patients à risque qui ont des maladies auto-immunitaires, de faire les vaccins pour booster leurs anticorps un peu plus que ceux qui n'ont pas de traitement antirhumatismal. D'accord? D'accord. Donc, je pense que vous avez plus ou moins répondu à la question suivante, qui est: faut-il arrêter mon traitement si j'ai le Covid? Alors, ça, c'est une règle. Alors, là, j'ai envie de dire ceci. Vous parlez d'un traitement antirhumatismal, c'est ça, hein? Oui, pardon. On a précisé, c'est méthotrexate et Cosentyx. Voilà. Moi, j'ai une règle qui est fondamentale dans le management de ces traitements de modulation du traitement immédiat. Lorsqu'on est malade, on a de la température, on a une gastroentérite, on a une grippe, je demande aux patients de suspendre des traitements antirhumatismaux. On ne prend pas son traitement quand on est malade. Le méthotrexate, on ne le prend pas, on ne fait pas sa piqûre, on attend de ne plus être malade. Ce que je veux dire par là, c'est que les traitements de fond que nous donnons sont des traitements qui agissent souvent à long terme quand on l'arrête du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que tout va se décomposer. Par contre, lorsqu'on a une maladie infectieuse, on laisse l'infection se guérir, on doit peut-être prendre des antibiotiques, etc. On laisse la chose passer. Donc, c'est important de dire aux patients, ne vous précipitez pas sur le médicament. On ne vous demande pas d'augmenter votre dose, on vous demande peut-être de l'arrêter le jour où vous êtes malade. Vous faites de la grippe, vous avez de vomissements, vous êtes malade, vous avez de la diarrhée, la température, vous suspendez momentanément le traitement que vous êtes censé prendre. Il ne faut pas faire ça pour la cortisone, mais certainement pour les autres. D'accord? D'accord. Alors, pour le prochain sujet, c'est voilà, une personne qui a eu le Covid pendant l'été. Est-ce qu'elle doit continuer tout de même à se faire vacciner ici pour l'automne? Alors, c'est vrai que l'été, c'était l'Omicron. Donc, beaucoup de gens qui étaient vaccinés, d'ailleurs, ont fait premier Omicron, même deuxième Omicron un mois après. A priori, lorsqu'on a ces anticorps-là, on a souvent
un biais de quelques mois de latence, on a souvent des anticorps présents. Se précipiter comme ça directement, ça n'a pas été conseillé par tout le monde. J'étais actuellement à Paris, à la réunion du RIP à Paris, et c'était un petit peu l'information que ressentaient mes collègues, c'est que les gens qui venaient se faire infecter, ils ont des anticorps qui apparaissent. Ce que va faire le vaccin, c'est produire des anticorps aussi. Donc, a priori, attention, il faut bien dire, il y a le Covid qui a été documenté, et puis les gens qui pensent qu'ils ont fait le Covid. Je parle des gens qui savent qu'ils ont fait le Covid, avec un test qui a été positif. On est bien d'accord avec ça. Donc, si les gens ont un test qui a été positif, je pense qu'on peut attendre alors pour faire de nouveau l'injection. Alors, de nouveau, il faut faire attention, donc je dis, ça dépend, il faut faire attention également des gens qui sont dans des traitements avec des immunodéficiences sévères. Donc là, il faut s'adresser aux médecins spécialistes dans ce cadre-là. Mais pour le reste, les gens qui ont fait l'Omicron, ils ont boosté leurs anticorps et on a un certain délai pour pouvoir réinjecter. D'accord, super. Alors, la question suivante, c'est est-ce que ça a été documenté que le Covid peut déclencher l'arthrite psoriasis, d'autant plus si on a déjà du psoriasis? Alors ça, je n'ai pas vu d'études vraiment qui ont démontré cela. Il faut savoir que pour une affection comme le sida, oui, on a vu des gens qui ont vraiment développé des psos contemporains de leur sida. Donc là, il semblerait que ce sont des affections, ce sont des psos assez particuliers aussi, parce que dans le psoriasis, on est en train de constater également toute une échelle particulière. On ne va pas faire un coup sur le psoriasis cutané, mais il y a des gens qui vont faire que les psoriasis des ongles, d'autres que c'est au niveau des cheveux, donc ils auront des plaques énormes sur leur corps, donc ils auront des plaques en gouttes. Et tout cela semble répondre à des phénomènes pathogéniques probablement différents, qui sont certains médiés par l'interféron. On a d'ailleurs même parlé d'interféronite pour expliquer certaines psos cutanées qui ne correspondent pas à d'autres psos. On peut même vous raconter qu'il y a des patients qui sont sous traitement des biothérapies pour le pso et qui ont comme effet secondaire l'apparition d'un autre pso. Oui, comme c'est complexe. Ils développent ce qu'on appelle une espèce de pso en goutte, alors qu'on appelle ça le pso paradoxal, par exemple. Ils ont donc un pso qui est curieux, alors qu'on traitait leur pso, ils voient apparaître un autre pso cutané. Et on a constaté qu'en fait, ce pso est drivé ou est déclenché par des réactions immunitaires parallèles. Comme on a contrôlé une partie du système immunitaire, un autre vient s'exprimer, notamment avec l'interféron, et va développer une autre forme de psoriasis. Donc voilà comme vous voyez, le pso, c'est une espèce de panel, de patchwork. D'accord. Alors, vous en avez un petit peu abordé par rapport au méthotrexate, mais est-ce qu'il y a des délais à respecter entre la vaccination pour le Covid ou la grippe et le traitement? Oui. Les personnes concernées, on parle de Cosentyx, mais en général aussi. Oui, c'est très important. Donc là, en tout cas pour le méthotrexate, il y a des guidelines par rapport à cela. Alors, il y a plusieurs études, mais en fait, en gros, ce qui serait souhaitable, c'est que, vous savez que c'est une injection, c'est pas une injection, en général, chez nous, c'est plutôt par la bouche. Les gens ont un traitement récurrent toutes les semaines. Ce qu'on propose, c'est une semaine avant, on ne fait pas. Lorsqu'on reçoit une semaine après l'injection, on ne prend pas les 2 semaines suivantes le médicament. Donc, on a une espèce de fenêtre de 3 semaines sans prendre de médicament pour permettre à l'apparition des anticorps. Donc, ça, c'est avec le méthotrexate. Ce n'est pas dicté avec les autres médicaments, mais bien avec le méthotrexate. Donc, j'insiste, ça, c'est la même chose pour la grippe. La grippe, on propose la même chose aussi. Donc, il faut savoir suspendre le traitement pendant quelques temps. C'est ça. Mais pour ce qui concerne le reste des autres traitements en général, il n'est pas, non, là, ce sont des traitements qui n'ont pas été corrélés avec des problèmes d'anticorps. D'accord. Alors, on va passer au thème suivant, qui est un thème donc plus de l'arthrite psoriasis en général. Alors, est-ce qu'on risque d'avoir encore d'autres problèmes au niveau cutané ou articulaire avec l'arthrite psoriasis? Par exemple, la personne a des soucis au niveau du foie. Est-ce que c'est lié ou est-ce qu'il y a d'autres… Excellente question, excellente question. Alors, dans les personnes qui ont en tout cas, du psoriasis, ont souvent quand même un terrain, on appelle des organes, un petit peu particulier. Sur le plan vasculaire, par exemple, on a pu montrer que le système vasculaire
est un trouble de l'élasticité des artères, c'est-à-dire qu'ils ont des artères moins souples que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils font plus d'hypertension, mais ils ont plus de maladies cardiovasculaires que les patients qui n'en ont pas. Donc, il y a déjà un terrain vasculaire particulier. La deuxième chose, ils ont souvent un foie qui peut être altéré avec des problèmes soit de stéatose ou d'altération des tests hépatiques. Attention, c'est pour ça que quand on donne des traitements pour le rhumatisme, on parle par exemple du lévothyroxate, c'est un des organes qu'on surveille très étroitement. On surveille rapidement les enzymes du foie pour voir si le patient tolère bien ce médicament-là. Le foie donc, est un organe assez sensible dans le psoas, un peu plus que dans la polyarthrite rhumatoïde. Soit c'est lié à la stéatose ou à des fonctions du foie, et on est très attentif au fait qu'il faut éviter de dégrader le foie et de prescrire des médicaments qui vont engendrer une augmentation des enzymes du foie. Donc, moi, je suis très attentif à cela et je ne suis pas pour poursuivre les médicaments s'il y a une atteinte du foie, si les enzymes du foie sont en augmentation. Bon, là, il faut être très attentif. Et sur le plan cardiovasculaire, il faut être bien sûr attentif s'il y a des problèmes de tension artérielle ou de maladies cardiovasculaires. Il faut voir avec le cardiologue d'avoir des traitements adaptés par rapport à ça. Alors, je voudrais profiter de cela pour vous parler de lévothyroxate, qui est une. Je ne sais pas si vous voulez en parler par la suite. Il y a une question par rapport au traitement. Oui. Il y aura un traitement, alors on va en parler tout à l'heure. D'accord. Oui, oui, c'est un peu le point suivant, les traitements. On a encore quelques questions un peu générales sur l'arthrite. On peut continuer là-dessus? Oui, allez-y. Oui. Oui. Donc, il y a une dame qui nous dit, depuis que j'ai de l'arthrite psoriasique, mes tendons semblent devenus très fragiles. Je ne peux plus ni forcer ni faire de gestes répétitifs. Est-ce qu'un traitement peut améliorer ça? Alors, il faut savoir, la pathogénie qu'on appelle de l'arthrite psoriasique, d'accord, on a dit que c'est des atteintes articulaires, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est en réalité, c'est les insertions qu'on appelle les enthèses. Les enthèses, c'est la partie du tendon qui vient s'insérer au niveau de l'os. On appelle ça l'enthèse. Et la maladie psoriasique est une maladie qui s'exprime au niveau de ces enthèses, de ces insertions tendineuses. Et lorsque la maladie s'exprime, en tout cas n'est pas bien contrôlée, mais il est clair que quand on fait fonctionner ses mains ou ses doigts, il est clair qu'on tire sur ses muscles et que donc les enthèses sont sollicitées. Et donc, ce n'est pas rare de voir que les gens décrivent effectivement ces raideurs et ces douleurs à la flexion. C'est ça le but du traitement, c'est d'essayer de supprimer ces pathologies des enthèses pour pouvoir permettre à diminuer ces douleurs et de récupérer la force, je pense, pour les gens qui connaissent, c'est la force de préhension qui est diminuée parce qu'on n'a plus cette force qu'on avait avant. Alors, pour vous donner, c'est tellement vrai, c'est que quand on a regardé les cellules pathologiques qui nous intéressent, les fameuses TH17, les fameuses cellules qu'on trouve, eh bien, on les trouve au niveau des enthèses. Les enthèses, c'est là que viennent se concentrer ces cellules-là. Et lorsqu'on donne les fameux traitements anti-IL-17, comme on a parlé tout à l'heure, on en parlerait peut-être tout à l'heure, elles ont comme vocation d'aller cibler ces fameuses cellules inflammatoires qu'on trouve notamment au niveau des enthèses. Donc, une des performances des traitements anti-rhumatismaux dans le psoriasis, c'est véritablement d'aller contrôler cette pathologie psoriasique qui agit au niveau des enthèses. Alors, les enthèses, bon, on a parlé des mains, mais c'est le problème au niveau des épaules. Hein, il y a des enthèses au niveau de la colonne cervicale, au niveau du bas du dos, du sacro-iliaque, ces douleurs que les personnes peuvent avoir, à l'intérieur des genoux, les fameux ligaments. Il y a des enthèses partout. Et c'est donc une maladie qui peut se déposer à plein d'endroits. Ce n'est pas simplement un genou qui gonfle parce qu'il y a du liquide dedans, c'est parce que le tissu autour du genou peut être inflammatoire. Et c'est ça qu'on essaie de cibler avec nos médicaments très spécifiques. D'accord. On peut peut-être conseiller à cette personne de revoir son traitement avec son rhumatologue alors? Peut-être. Il faut voir est-ce que le traitement est adapté, est-ce qu'il est suffisamment performant, est-ce qu'il est totalement optimal. C'est une très bonne question, effectivement. D'accord. Alors, une question un peu bizarre. Après avoir eu un orteil en saucisse, j'ai perdu mon ongle de doigt de pied. Est-ce lié? Alors, l'orteil en saucisse, c'est un des critères qui peut nous amener à poser, je ne sais pas si c'est du psoriasis chez cette patiente-là, mais c'est parfois vraiment un élément très intéressant du diagnostic de l'arthrite psoriasique. C'est le fameux, c'est le doigt en saucisse, c'est l'orteil en saucisse.
Alors, il y a bien parfois d'autres raisons à avoir un orthodonticiste, mais souvent, ça peut être lié à une… Alors, elle dit qu'elle a perdu son ongle. Oui, oui, c'est peut-être pas faux non plus, parce que… Alors, il faut faire attention au niveau des ongles. Alors, je ne connais pas le cas de cette patiente-là, mais faites attention parce qu'il y a des remaniements. Dieu sait qu'au niveau des ongles, ça s'appelle la bouteille à ongles, il y a beaucoup de choses au niveau des ongles. Mais attention, il y a que même certains patients qui ont bénéficié de traitements mycotiques ou antimycotiques pendant des années et qui avaient du pseudo au niveau de leurs ongles. Ce sont des remaniements parfois spectaculaires. Ils ont de l'onychomycose au niveau des ongles, mais le jour où on fait une biopsie de l'ongle et qu'on constate qu'il n'y a pas de mycose, mais c'est bien un remaniement lamellaire dû à du psoriasis, ça change complètement l'histoire. Et donc là, je dirais à cette patiente-là, je ne sais pas si elle a consulté son dermatologue, d'aller comme le voir pour voir s'il n'y a pas là un rhumatisme sous-jacent. Ok. Alors, il y a une personne qui nous dit, j'ai l'impression que ma maladie varie avec les saisons. Est-ce possible? Alors, certains ont pensé, notamment dans le psoriasis cutané, qu'en fonction de la vitamine D, en tout cas du soleil, ou des endroits des pays chauds, ou de la mer, etc., que c'était amélioré. Donc, on a dit pendant très longtemps que les gens qui avaient du psoriasis, lorsqu'ils allaient au soleil, c'était bon pour la peau. Hein, ou la mer morte, ou les eaux riches en sel. Je pense que c'est peut-être pas faux, parce que certains disent, mon psoriasis va mieux en été, c'est vrai que je suis torse nu et je vois que ça s'améliore, etc. Il y a des gens qui ne disent pas, des gens qui disent que malgré ça, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas d'ailleurs se mettre comme ça parce qu'ils ne veulent pas leur montrer, et donc ils cachent automatiquement leurs lésions, et donc ils ne savent pas voir si le soleil va améliorer leurs lésions. Mais c'est quand même connu, c'est pour ça qu'il y a souvent des crèmes à base de vitamine D, des choses comme ça, pour essayer de diminuer les lésions cutanées. Alors, est-ce qu'il y a une saison? Pour certains patients, probablement, ça va mieux en été et c'est souvent parfois un peu plus grave en hiver. Alors, il n'y a pas que ça. Vous savez que ce n'est pas que les saisons. Il y a des gens qui voient le psoriasis fluctuer en fonction de leur état de stress. Vous savez que ça a été mis comme une infection qui peut se déclencher à l'occasion de stress. Je peux peut-être profiter pour faire un petit cas, parce que c'est un cas absolument spectaculaire d'une jeune aide infirmière. Je faisais une conférence dans je crois que c'était une maison médicale, un grand centre, avec non, c'était un home, je crois. Et en fait, après, tout le personnel était venu assister. Il s'agissait de parler de la vitamine D. Donc, le personnel était venu assister. Et donc, à la fin de la réunion, il y a une petite Rwandaise, une infirmière qui vient m'appeler, qui dit, écoutez, voilà, est-ce que vous occupez du psoriasis ou bien des atteintes articulaires? Je dis, ben oui. Mais elle est allée me consulter à CHU Bruckmann. Et là, elle dit, voilà, j'ai du psoriasis, mais j'ai écouté, montrez-moi, mais elle dit, écoutez, je n'ose pas me déshabiller, j'en ai absolument partout, ça commence par là, et je ne peux pas me déshabiller. Bon, j'essaie quand même un petit peu de regarder ses jambes. C'était catastrophique, c'était une plaque de psoriasis qui allait des chevilles jusqu'à la nuque. Heureusement, la tête était épargnée, c'était catastrophique. Mais elle dit, écoutez, moi, je n'ose pas me montrer, donc c'est catastrophique. Je dis, écoutez, voilà, nous avons des traitements, pour ceux qui connaissent, des bons traitements par rapport à ça. Et très rapidement, on essaie des traitements conventionnels et nous passons à des biothérapies pratiquement dans les semaines qui arrivent. Cette dame bénéficie d'une biothérapie et dès qu'elle le reçoit, c'est spectaculaire. Elle répond de manière spectaculaire. Et puis, un mois après, 2 mois après, elle vient me voir en disant, écoutez, voilà, est-ce que je dois continuer parce que je suis enceinte? Et ce qu'elle me raconte, c'est que depuis qu'elle a commencé sa biothérapie, elle a vu nettoyer son psoriasis. Son compagnon qu'elle connaissait depuis 10 ans n'avait jamais vu toute nue. Elle a eu un rapport avec son compagnon. Elle a été mise enceinte et elle a accouché 9 mois après d'un enfant qu'elle a appelé d'ailleurs Simponi, qui était le nom du médicament. Elle a son deuxième nom, Simponi. Et c'était extraordinaire. C'est pour vous expliquer que c'est parfois très spectaculaire le psoriasis et que des personnes le cachent littéralement comme une maladie honteuse, mais nous avons des traitements spectaculaires qui permettent d'être enceinte par la suite. C'était une très chouette histoire. Oui, Madame Simponi. Elle a amené un deuxième enfant et chaque fois qu'elle vient, c'est un bonheur. Elle dit, voilà, je amène mon enfant Simponi. Et je ne voulais pas faire la publicité pour la société. Je ne me rappelle pas, je ne crois pas que j'en ai parlé à la société, mais c'était une véritable publicité extraordinaire. Surtout que vous avez créé une relation amoureuse et un enfant grâce à un médicament. C'est extraordinaire. Ouais. Bon.
Alors, la prochaine question est, est-ce que l'arthrite pso et la fatigue sont liées? Alors, c'est vrai qu'on va poser ça aussi tout à l'heure. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des rhumatismes. Il y a une composante essentielle dans les plaintes rhumatismales, c'est qu'elles se manifestent par des raideurs. On dit souvent des raideurs matinales. En fait, les raideurs matinales sont simplement la conséquence du fait que vous avez souvent pendant la nuit donc un taux très bas de cortisol qui passe pendant la nuit. Et les gens qui ont des plaintes rhumatismales sont souvent réveillés pendant la nuit ou ont un mauvais sommeil. Et donc, c'est pas rare d'être fatigué parce qu'on a des plaintes rhumatismales. Je n'ai pas dit pour le psocutané, mais en tout cas, les gens qui ont du rhumatisme ont souvent des fatigues, des asthénies diurnes par le fait que le sommeil est perturbé. C'est un sommeil. Et lorsqu'on fait des labos du sommeil, on objective cela. On voit les patients qui se retournent, qui ont mal, et on dit souvent réveil fréquent par des douleurs chroniques, etc. Donc, il faut savoir que ce n'est pas rare qu'il y ait de la fatigue associée à ces plaintes rhumatismales. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas que pour l'arthrite psoriasique, ça peut arriver pour d'autres maladies rhumatismales. D'accord. Alors, la prochaine question est, est-ce qu'il y a des aliments ou des habitudes alimentaires qui soignent ou améliorent que ce soit l'arthrite pso ou le psoriasis? Alors là, c'est comme dans l'arthrose, hein. Il y a toute une... bon, on va être directement clair, on n'a pas un aliment qu'on peut prendre ou retirer qui va changer un petit peu le pronostic. Par exemple, on connaît dans les maladies rhumatismales comme la goutte, par exemple, où là, on a constaté que l'alimentation peut changer le pronostic de la goutte. Vous savez qu'il y a des aliments qui vont aggraver l'acide urique, etc. Dans le pso, non. Maintenant, il y a des études qui ont montré que des aliments riches en oméga 3, le régime méditerranéen, ça a été quand même montré que ça pouvait effectivement diminuer les crises de psoriasis. Ça a été fait. Maintenant, si ça a été fait par placebo, je ne crois pas. C'est rarement fait par placebo. Ce sont des études qui sont faites observationnelles et qui a fait que des aliments de ce type-là pouvaient peut-être... Alors, est-ce que c'est un effet sur le psoriasis? Est-ce que c'est un effet sur le bien-être général qui fait, puisqu'on a montré que le psoriasis peut s'aggraver lorsqu'on n'est pas en bonne santé? Donc, on n'a pas d'explication totalement par ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut mettre un aliment particulier. Alors, j'ai parlé de la vitamine D tout à l'heure en disant que le soleil est bon, qu'il y a parfois des crèmes de vitamine D. Donc, est-ce que quand pendant la vitamine D, vous allez empêcher la psoriasis? Ça n'a pas été montré non plus. Cela dit, je crois que c'est bien de s'assurer qu'on n'a pas un déficit en vitamine D. Ce n'est pas que pour le psoriasis, d'ailleurs, peut-être pour d'autres affections aussi. Donc, je dois confirmer qu'il n'y a pas un traitement qui va nous empêcher d'avoir le psoriasis. Par contre, quand on est nerveux, il faut essayer de savoir si ce n'est pas corrélé par rapport à cela. Je pense que ma collègue a oublié d'allumer son micro. Ah, Madame Gerardi, coucou. Hein? Désolée. Ah. Donc, je disais, on vous rassure, on arrive tout doucement au bout de nos questions. On a encore quelques questions sur les traitements. Oui. Et donc, une première question, c'est pourquoi faut-il continuer le méthotrexate avec une biothérapie? J'aimerais l'arrêter parce que ça me rend malade. Ah, c'est une excellente question. Moi, j'ai pour principe que je veux que mes patients ne soient pas malades par médicaments. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est important que si un patient, et le méthotrexate a comme composante qui est problématique, c'est qu'il y a des nausées, voire de la fatigue. Je reviens, on vient de parler de la fatigue maintenant. Il est clair que si un médicament aggrave votre fatigue ou provoque de la nausée, il y a bien d'autres médicaments sur le marché, mais bien d'autres médicaments. Donc, je crois qu'il faut voir avec le médecin de dire « je ne supporte pas cela, il faut trouver un autre médicament ». Je répète, la fatigue fait partie d'un effet secondaire de l'édotrexate. La nausée fait partie d'un édotrexate. J'ai encore vu récemment que des patients qui avaient cela, on est même monté à des doses de 15 à 20 mg. C'était pire, apparition même de vertige, sans qu'on arrête le médicament. Je ne suis contre cela. Je suis contre cela. On ne prend pas des médicaments
si on est malade avec des médicaments. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne ça associé à certains médicaments? Je ne sais pas ce que cette dame prend. Alors, oui, parce qu'il y a des études cliniques qui ont été réalisées en association avec la molécule, par exemple, des biothérapies et de l'édotrexate. Comment est-ce qu'on a procédé? Lorsqu'est arrivé les biothérapies, des gens avaient de l'édotrexate. On a proposé de donner la biothérapie versus un placebo pour montrer si ça marchait. Et donc, on a montré que ça marchait. Il y a une autre raison qui a été faite au tout début, c'est que lorsqu'on a commencé à étudier les premiers qu'on appelle biothérapie, c'est ce qu'on appelle des médicaments qu'on appelle chimériques, qui étaient en fait des anticorps produits un peu de souris, un petit peu d'humains. Ce n'étaient pas des anticorps profondément humains au départ. Et vous savez, lorsque vous avez des molécules qui sont un petit peu étrangères à l'organisme, vous avez risque de faire des réactions par rapport à ça. C'est le principe des rejets, comme vous avez entendu parler. Et donc, ce qu'on a proposé à l'époque, c'est pour éviter de faire apparaître ces anticorps chez ces patients, notamment on pense à l'infliximab, le Rémical, on a associé le méthotrexate en constatant que c'était mieux pour empêcher les anticorps. Donc, ça a été fait pour une raison rationnelle. Et puis, on a eu par la suite des médicaments extrêmement spécialisés, très humains, qui n'ont plus ce problème-là, mais on a continué à le donner parce que les études ont été couplées par rapport à cela. Donc, je pense que si le patient, et maintenant, on est arrivé à une nouvelle génération qu'on appelle les JAK, et puis on a encore les anti-IL-17, etc., ce n'est plus un concern. Et donc, je pense que si on peut s'en écarter, surtout s'il y a des effets secondaires, si on peut l'arrêter, que ça se passe bien, ça vaut vraiment la peine alors d'essayer de proposer le médicament sans ces thérapeutiques-là. Et ça marche souvent très, très bien comme ça. D'accord ? D'accord. Alors, oui, apparemment, le lédotrexate, c'est encore une question à ce sujet-là. C'est est-ce que le métoject peut entraîner plus d'effets secondaires que le lédotrexate? Non. L'avantage du métoject, c'est qu'on peut donner des plus grosses doses et c'est mieux toléré. Ça coûte plus cher à la société également, bon. Mais le métoject, c'est souvent, on peut augmenter en dose. Autant quand on donne de l'édotrexate après 15 mg, lorsqu'on va à 20 mg, on commence à avoir des effets secondaires. Non, il y a même un autre problème avec les 20 mg. C'est non seulement les effets secondaires, mais vous n'arrivez à un plateau aux alentours de 15 mg et ça n'a pas d'effet. C'est pour ça que souvent, il faut segmenter, donner 10 et 10, parce que vous avez… Donc, c'est tout du chipot. Et alors, on passe au métoject pour ceux qui veulent vraiment se concentrer par rapport à cela. Mais j'attire l'attention, nous avons bien d'autres molécules que le méthotrexate. Alors, on n'en a pas parlé ici. Pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle un autre antimétabolite qu'on appelle le léflunomide ou l'Arava, qui est une molécule qui a pignon sur rue, qui rivalise avec le méthotrexate avec des effets secondaires, qui n'est pas connu par les dermatologues parce qu'ils n'utilisent pas cette molécule, mais en rhumatologie, dans la polyarthrite rhumatoïde et comme dans la tripso, c'est une molécule qui marche très, très bien aussi. Donc, il faut savoir changer de molécule parce que nous avons bien de molécules à disposition et ne pas s'accrocher à une molécule si elle ne marche pas et s'il y a des effets secondaires. Alors, pour le méthotrexate, puisque je voudrais faire un petit mot pour le méthotrexate, écoutez bien. Une étude américaine, c'était en 2014. Ils ont pris 6000 patients. Et dans ces 6000 patients, ils ont fait 2 colonnes. Une colonne où les gens avaient des traitements antirhumatismaux, quels qu'elles soient, cortisone, anti-inflammatoires. Dans l'autre colonne, ils en avaient aussi, mais il y avait soit du méthotrexate seul ou associé. Mais il y avait une colonne avec du méthotrexate et une sans méthotrexate. Ils ont constaté qu'en gros, les rhumatismes peuvent être contrôlés avec ou sans méthotrexate. Et quand ils ont suivi les patients, ils ont regardé plusieurs paramètres, dont la mortalité. Est-ce que les gens peuvent mourir avec la polyarthrite, Ils ont quand même constaté une distinction qui apparaissait dans le groupe méthotrexate. Il y avait beaucoup moins de morts que dans le groupe, enfin, à la longue, ce n'est pas beaucoup de morts, mais beaucoup moins de mortalité que dans le groupe qui n'avait pas méthotrexate. Mais conséquent, 70% de moins. 70%. Donc, lorsqu'on voit dans la notice, qui est la notice souvent on essaie du cancer, on donne 50 fois la dose qu'on donne. Je rappelle que le cancer, c'est 25 à 50 fois la dose qu'on donne dans le rhumatisme. Et que dans la notice, il est marqué qu'on peut mourir avec le méthotrexate, ce qui peut effrayer bien sûr les patients, voire des médecins. Eh bien, cette étude est intéressante pour attirer l'attention. Non seulement c'est bon pour la santé, et pour les rhumatisants, c'est même un must, puisque vous avez une réelle… Alors, cette étude a été tellement spectaculaire, elle a conditionné une étude incroyable aux États-Unis de 400 000 patients,
Les cardiologues se sont empressés de cela pour voir s'ils n'avaient pas trouvé le Graal, le moyen d'empêcher la mortalité avec ça. Ils ont fait cette étude qui a été publiée l'année passée, 400 000 patients, 200 000 sous méthotrexate, mais ce n'est pas des rhumatisants, c'est des patients cardiovasculaires. Ils ont fait cela. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas vu cette différence. C'est donc un effet dans le rhumatisme qui va diminuer. Donc, est-ce que le méthotrexate, c'est intéressant? C'est le premier traitement prescrit dans les rhumatismes. C'est un traitement qui est assez incroyable, qui est le moins cher, parce que ça coûte 70 € par an, 70 € par an, ça me change les 15 000 €, et qui est un traitement qui a une efficacité redoutable, si elle est bien supportée. Et s'il vous plaît, si ça n'est pas bien supporté, on passe à autre chose, mais si elle est bien supportée, ça vaut la peine de la continuer parce qu'elle a une place tout à fait. D'ailleurs, c'est le premier traitement prescrit dans les rhumatismes, et si elle a une place qui est bien supportée, elle est très intéressante, elle est, je ne vais pas dire sans danger, mais elle a certainement moins de danger que bien d'autres maladies, avec le petit bémol concernant les vaccins. Alors, pour les prochaines questions, on va plutôt parler des biothérapies. Pourquoi faut-il attendre 6 mois avant d'avoir une biothérapie? Mais je viens de dire le chiffre ici. Vous avez compris, pour le législateur, un traitement qui coûte 15 mg, je crois que j'ai 15 mg par semaine pendant 52 semaines, ça fait à peu près, je crois que ça vous coûte 70 € par an, et on passe, bon, l'Arava, je crois qu'on est à 200 € et on passe à des traitements qui vont vous coûter 15 000 € par an. Donc, on a compris qu'on a envie quand même que les patients puissent passer par les traitements de fond classiques, les antimétaboliques dont on vient de parler, les méthotrexate, Arava ou d'autres molécules, ça peut être la salzopérine, on peut dire, avant de commencer par un traitement onéreux tel que les biothérapies ou les JAK. Parce qu'après ça, on peut peut-être en parler, il y a aussi les JAK. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas moins de rémission à vouloir d'abord commencer par des traitements secondaires, on va dire, avant les biothérapies? Parce que je sais que dans d'autres pays, ils commencent par les biothérapies, justement. C'est probablement en partie vrai. Bon, c'est pas si vrai que ça non plus. Par exemple, au Luxembourg, là, il faut pas d'ailleurs, en médecine générale, ils peuvent le prescrire, tout le monde peut le prescrire. On a vu là un espèce d'abus des biothérapies, prescrit d'ailleurs même pour des gens qui n'avaient même pas de rhumatisme. Donc, le risque, c'est que si vous n'êtes pas rigoureux dans l'indication, vous avez apparaître des traitements qui, soi-disant, ne marchent pas, mais pour lesquels la polyarthrite n'était pas là non plus. Donc, vous avez des... C'est pas de la bonne... Moi, je suis d'accord. Je pense que, bon, je reprends ma petite anecdote concernant la petite dame qui avait son psoriasis je dois vous avouer, je n'ai pas attendu 6 mois pour passer en biothérapie. Elle est passée très rapidement. Hein. J'ai essayé un peu méthotrexate, ça ne marchait pas, un petit truc. Et je crois que dans les 2 mois, elle était sous biothérapie. Et un mois après, elle avait plus trop. Bon, j'ai été extrêmement, et ça dépend du médecin. Alors, il y a vraiment certains critères qu'il faut respecter. Il faut parfois du CRP, etc. Mais je pense que les médecins doivent respecter cela. Mais il faut être rigoureux. Je pense que, alors, si vous avez, il y a aussi ce qu'on appelle des critères pour la polyarthrite. La polyarthrite, c'est quelque chose qui mérite actuellement d'être diagnostiqué dans les 3 mois. Donc, on ne peut pas faire le diagnostic avant 3 mois, parce que c'est quelque chose qui peut partir aussi. Il y a des virus qui peuvent donner des tableaux de rhumatisme spectaculaires, mais qui disparaissent entre 6 à 12 semaines. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il faut un certain délai avant d'être certain d'avoir une polyarthrite. Donc, avant de lancer des traitements qui sont immunomodulateurs et en plus onéreux, il faut être certain qu'on est bien dans un cadre de maladie rhumatismale bien établi et qu'on ne répond pas à des traitements classiques qui sont spectaculaires aussi. Hein. Lorsqu'on répond bien dans une phase précoce, ça se passe bien. Mais quand vous avez un patient qui, vous savez, qui est vraiment au bout du rouleau, etc., on ne va pas attendre peut-être. D'accord? D'accord. Alors, la dernière question, ce serait donc, est-ce que les anti-JAK entraînent des risques d'AVC, surtout s'il y a des antécédents familiales d'AVC et de crise cardiaque? Alors, on a fait attention à des JAK au départ. Il y a sur le marché plusieurs JAK, on appelle ça les JAK inhibiteurs. Il y en a certains, d'abord, il y en a 2 qui sont arrivés sur le marché. On appelle l'Olumiant et le Xelian. Ce sont des noms comme cela pour les gens qui connaissent. C'est vrai qu'on a mis qu'on appelle un warning concernant l'Olumiant, notamment aux États-Unis, parce qu'il y avait eu des problèmes thromboemboliques. Ce n'était pas des AVC, mais thromboemboliques.
Et donc, ça a été mis de côté, en tout cas aux doses de 4 mg, et ils n'ont permis aux États-Unis que les doses de 2 mg. Ça a pris du temps. En Belgique, on a finalement prescrit les 2 molécules. Et il y a encore une autre molécule qu'on appelle le fameux tofacitinib, qu'on appelle le Xelians. Il y a là un warning également chez des patients qui ont des maladies cardiovasculaires. Donc, ce qu'on fait pour nos patients, on s'assure qu'il n'y ait pas de maladie cardiovasculaire pour voir si on prescrit ces médicaments ou pas. Parce que dans ces cadres-là, nous avons des biothérapies qui ont des profils qu'on appelle le safety tout à fait intéressants, qui sont par exemple les biothérapies, les anti-TNF, qui sont ou les anti-IL6 récepteurs, qui sont des molécules qui, dans ces cadres-là, sont en général très bien tolérées et n'occasionnent pas de complications de type cardiovasculaire ou même cérébral, vasculaire en général. D'accord. Ben voilà, ben c'était la dernière question. Ben voilà, je voulais vous remercier vraiment pour cette séance riche en réponses et je pense et j'espère que ça a pu aider les personnes qui nous ont écoutés et qui écouteront peut-être par la suite ces réponses et voilà, pour permettre une meilleure prise en charge un peu de nos pathologies, parce que je pense avant tout, une bonne information permet vraiment de prendre une plus grande autonomie et ce qu'on essaye chez Claire vraiment d'aider au mieux. Et enfin voilà, je voulais vous remercier vraiment pour ceci. Je peux faire un petit mot de conclusion? Oui, bien sûr. Oui. Mais je crois que j'en avais parlé en antenne aussi. C'est un jour qui est pour moi fantastique et c'est bien que Claire donne la résonance pour ce jour de l'arthrite psoriasique. Parce que j'ai organisé d'ailleurs un symposium il y a quelques années ici à Genneval, international, qui a eu un succès intéressant. Et je trouve que les maladies qu'on appelle auto-inflammatoires font malheureusement beaucoup de dégâts. Et c'est des maladies que, quand on les identifie, qui changent totalement le pronostic de nos patients. Donc, si ces petits moments consacrés à l'arthrite pso peut amener à ce que les gens insistent, font attention, vont voir le dermatologue pour bien identifier la maladie, demandent au rhumatologue de bien chercher les raisons pour lesquelles un traitement est suffisant, eh bien, ça change complètement le pronostic. Je pense qu'il faut, je vous dis ça, le drame ici, c'est peut-être de ne pas y penser. C'est vraiment dommage pour la patiente, nous avons des traitements fantastiques. Donc voilà, j'espère que c'est ça qui va être la conclusion, c'est espoir. Alors, dans les traitements, nous avons parlé beaucoup du lévothyroxate, on a parlé de la Rava. Alors pour dire aux gens, nous avons ce qu'on appelle des biothérapies qui sont plutôt des traitements par injection. Et maintenant, la nouvelle génération qu'on appelle les JAK, quelle est la différence? C'est des traitements qu'on prend par la bouche. Ce n'est plus les injections. Ça nous permet de voyager facilement, on a ça dans sa poche, on prend un par jour ou 2 par jour. C'est des traitements très faciles à prendre, alors qu'avant, c'est plutôt, encore maintenant, on peut le faire par injection, mais certains patients sont contents de savoir qu'on est revenu à des traitements qu'on prend par la bouche, et c'est très facile. Ça ira? Oui. Ça va. Ben, je joins mes remerciements à ceux de Justine. Et franchement, ben oui, vous nous dites que c'est bien que Claire crée ces moments, mais on peut les créer que grâce à vous. Et c'est vraiment très gentil d'avoir pris plus d'1 heure de votre temps à nous consacrer un samedi soir. Et alors, comme vous le connaissez peut-être, il y a monsieur François Jacquemin qui personnellement vous transmet ses remerciements, donc qui s'occupe de Psoriasis Contact. Voilà. Et merci à Psoriasis Contact aussi d'avoir diffusé le message de cet événement. Et bien voilà. Parfait. Merci de votre accueil. J'espère que tout le monde passe bonne soirée. Oui, à voilà. tous. Entendu. Au revoir. Bonne soirée, Au revoir.